Bonjour à tous, c'est déjà le 9e épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature Aventure Survie. Nous retrouvons Laurence Talleux qui est spécialiste des plantes sauvages utiles et comestibles. Elle va nous donner quelques petites recettes ainsi que des conseils de lecture. D'abord, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Ouais. On me les a... Wilson! Les plantes sauvages comestibles, est-ce qu'on les considère comme moins bonnes ou moins riches en nutriments que les légumes qu'on peut trouver en supermarché ? En fait, je sais pas comment on les considère. Toujours est-il qu'elles sont plus riches, parce que comme elles ont pas une plante sauvage, elle doit déjà, si elle pousse, ça veut dire que le milieu sur lequel elle pousse, il est adapté. On lui a pas préparé le terrain, on lui a pas mis d'intrants pour qu'elle pousse, etc., etc. On n'a pas bêché autour pour qu'elle ait de la respiration, on n'a pas enlevé les petites herbes adventices, etc. Donc la plante sauvage, elle se bat pour survivre. Et forcément, celle qui vit, c'est la plus forte. Donc la plus riche en nutriments. Donc c'est forcément plus riche qu'une salade qui va être élevée sous serre, etc. Avec des salades de 18 jours. Là, c'est comme le petit poulet de 18 jours. Déjà, ça n'a plus de goût. D'ailleurs, c'est ce qui fait que peut-être les plantes sauvages sont un petit peu délaissées, c'est que c'est des plantes qui ont un fort goût. Et quand on commence à consommer des plantes sauvages, on a tendance à pas déterminer en fait les goûts différents. On trouve que tout est amer. Enfin, bon, il y en a qui sont absolument pas amers, mais disons que soit c'est un goût de vert, soit c'est amer, mais c'est rare qu'on arrive à déterminer finement les goûts. Ça vient après avec l'expérience, parce que quand on commence à manger des plantes, en fait, il y a le cerveau qui bloque en se disant attention, nourriture inconnue, c'est un poison. Donc il y a toujours, même si on a l'esprit ouvert, il y a toujours une appréhension de se dire oh là là, je vais mettre ce truc dans ma bouche, ça va pousser dehors, ça n'a pas été contrôlé par les services vétérinaires et sanitaires, etc. Et du coup, voilà, il faut toujours une plante sauvage, il faut l'apprivoiser, comme je disais tout à l'heure, la manger plusieurs fois pour vraiment en savourer toute la densité, je dirais, la densité de goût, mais aussi la richesse des nutriments, etc. Après, quand tu manges un saladier de feuilles de tilleul, par exemple, tu vois les chênes feuilles de tilleul au printemps, tu te fais un petit bol, t'es gavé. Par contre, tu vas manger une laitue, il faut que tu manges la laitue entière pour être gavé. Tu vois la différence, c'est comme les plantes sont moins riches, les légumes sont moins riches quand on les achète, et bien, il faut en manger plus. En survie, justement, on considère que les plantes sont une bonne source de nourriture, puisqu'il suffit de se baisser pour les ramasser. Du coup, on a une dépense énergétique qui est moindre. Mais est-ce que la plante sauvage qu'on va ramasser va nous apporter suffisamment d'énergie, va nous apporter des protéines, des glucides, des lipides ? Alors, si on parle de survie pure, c'est-à-dire genre t'es perdu et vraiment t'es pas bien, quoi. C'est vraiment la catastrophe. C'est voilà, total. Ça va te permettre de survivre. Je suis pas sûre que ça te permet, si tu t'y connais pas, je ne suis pas sûre que ça va te permettre de garder un bon équilibre, parce que bon, si t'es perdu et que tu connais que l'ortie, au bout d'un temps, l'ortie, ça va peut-être pas suffire. On montrera notamment, tu vois, par exemple, la B12 qu'on trouve que dans certaines plantes ou dans la viande. Mais je pense que avec l'expérience, quand on pratique régulièrement et qu'on a un panel de plantes suffisant pour se nourrir, et qu'on a surtout beaucoup de temps,
c'est largement possible de se nourrir avec des produits de la nature. Mais pour ça, il faut avoir une expérience du terrain, il faut le faire régulièrement, il faut bien connaître son milieu, il faut savoir où chercher ses plantes et surtout il faut avoir du temps pour les traiter. Parce que ce qu'il faut, en fait, comme tu disais, il faut des protéines, il faut des glucides, des lipides. Les glucides, il y en a à peu près dans toutes les plantes vertes. Les protéines, pas dans toutes, et puis ça dépend. Les protéines végétales, elles sont moins facilement assimilables que les animales. Et les lipides, c'est pareil, tu vas en trouver dans les graines, il faut savoir ce qu'on va récolter comme graines. Les racines, les glucides par exemple, et tout ce qui est sucre lent, ça c'est beaucoup dans les racines, mais il faut savoir ce que tu vas récolter comme racines, etc. Donc voilà, je pense que, c'est tout à fait faisable, hein, mais il faut vraiment, faut pas s'y aventurer si on n'a pas d'abord bien travaillé le sujet. Et est-ce qu'il est possible de s'alimenter durant toutes les saisons, Oui. Alors, la plupart des gens me disent « Ah mais non, on est au mois de décembre, on verra au printemps. » Je dis « Non, c'est maintenant qu'on se régale le mieux. » Le pire mois pour moi, c'est le mois d'août. Parce que le mois d'août, c'est assez grillé. Enfin, moi je suis dans le sud-ouest, forcément. Mais le mois d'août, la plupart des plantes sont vraiment extrêmement développées. Donc beaucoup plus sèche, beaucoup plus rigide, beaucoup plus amère. C'est comme les légumes du potager. Hein. Une laitue qui est toute jeune, elle va être super bonne. Quand on la laisse monter, elle devient amère, elle devient mangeable. Et bien la nature c'est pareil. Quand les plantes sont jeunes, c'est plus sympa que quand elles sont toutes développées et qu'elles sont coriaces. Donc c'est vrai que le mois d'août, on a les fruits au mois d'août, ce qui est pas mal. On commence à avoir des graines aussi. Mais c'est quand même largement jouable au mois d'août. Hein. Mais oui, on peut largement s'alimenter en toute saison. C'est toujours pareil, il faut bien connaître son terrain et connaître quelques plantes. Il faut pas forcément connaître des centaines. C'est qu'il faut connaître son terrain et faut bien connaître les plantes qu'on a dans son panel. Ouais. Et en décembre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver comme plante? Oh là, tu veux une liste exhaustive? En décembre, alors c'est toujours pareil, tout dépend des régions, mais moi ici en décembre, je vais trouver du mouron, tu vois, le mouron des oiseaux, tout ce qui est pissenlit. En hiver, j'aime bien parce que, par exemple, les petits géraniums, tu sais, les géraniums molles, voilà. Et ils sont pas amers et ils sont poivrés. Alors ça c'est génial parce que dans la salade en fait ça te fait un condiment pas mal. Mais alors que l'été ils sont amers. Tu vois le fait qu'il fasse froid et je sais pas, les conditions climatiques font que ils ont pas le même goût. Le pissenlit c'est pareil. Il va être moins amer si tu le récoltes sous la neige. Enfin c'est pareil, il faut pas qu'il y ait 3 km de neige et puis il faut que tu aies repéré tes plantes avant, mais moi j'ai fait des super récoltes sous la neige. Il y a quelques années, j'étais en Creuse, je me suis fait un repas génial, rien qu'avec des plantes que j'avais récoltées sous la neige. Bon, donc toute l'année on peut trouver de quoi se nourrir dans la nature. Par contre, il faut quand même respecter un peu la ressource quand on pratique la cueillette. Ah oui, bien sûr, oui. On dit toujours qu'il faut faire un tiers. C'est-à-dire prendre un tiers pour soi, laisser un tiers pour les animaux et laisser un tiers pour la nature pour qu'elle puisse, se régénérer. Donc, alors après, si on voit une plante et qu'on la voit toute seule et qu'on sait que c'est pas une plante commune, c'est-à-dire un pissenlit, ortie, etc. Il y en a quand même quelques-unes qui sont très 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 communes. Mais si c'est pas une plante commune et qu'on la voit, mais qu'il n'y a pas beaucoup de matière, mais il n'y a pas beaucoup de plantes, faut la laisser. Voilà, faut vraiment prendre celles qui sont abondantes et où on est sûr en fait de pas piller la ressource et de pas
déséquilibrer le biotope. Et puis il y a un double avantage en fait, c'est qu'on va respecter l'environnement, mais on sait que dans quelques mois ou l'année prochaine, on pourra éventuellement retrouver la même plante au même endroit. C'est ça. Et sinon, quand on ramasse des plantes sauvages, on entend aussi dire qu'il faut faire attention à certaines maladies qui pourraient être véhiculées par les selles de renard, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ces maladies, justement, pour se protéger? Alors, il n'y a pas 36 solutions. Les renards, c'est l'échinococcus alvéolaire qui véhicule. Et il faut cuire. On entend parfois dire il faut laver au vinaigre, au bicarbonate ou que sais-je. Ça ne fait absolument rien sur les. Je veux dire, ces bestioles, c'est des organismes vraiment microscopiques qui infectent les plantes. Il faut vraiment cuire. Alors, on n'est pas tout le temps obligé de cuire si on connaît bien son terrain. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on est dans une région où il n'y a pas présence d'échinococcus alvéolaire, eh bien, on peut se faire une salade, voilà. Ou dans son jardin, on est absolument sûr qu'il n'y ait pas de renards ni de chiens qui viennent faire leurs besoins. On peut faire une salade avec les plantes. Ou alors prendre des plantes en hauteur pour faire une salade. Donc, il y a deux pathogènes principaux en fait dans la nature qui sont vraiment mauvais pour l'homme. C'est donc l'échinococcus alvéolaire et la douve du foie, qui elle est véhiculée par les ovins, donc tout ce qui est chèvres, moutons, etc. Et là, c'est pareil, c'est une grosse cochonnerie qui te détraque le foie. Et là, c'est pareil, il faut cuire. Il n'y a pas. Voilà. Alors, si ces deux pathogènes sont présents, il faut cuire. Et on peut savoir s'ils sont présents en se renseignant auprès des services sanitaires de sa région. Les sociétés de chasse aussi sont parfaitement au courant normalement de l'état sanitaire des bêtes qui chassent. Donc voilà. Et si on connaît pas le terrain, on cuit. Donc des fois on recommande aussi de ramasser que à hauteur de hanche. C'est suffisant pour éviter de se contaminer. Voilà, si tu veux faire une salade, voilà, faut cueillir au-delà d'un mètre, on va dire, à hauteur de hanche, mais alors ça dépend si t'es grand. Mais bon, c'est un beau repère, effectivement, à hauteur de hanche. Les animaux peuvent pas uriner parce qu'en fait, ça se retrouve dans l'urine des animaux, donc peuvent pas uriner aussi haut. Voilà. Bon, pour faire les fruits, par exemple, notamment les mûres, on va éviter de les ramasser très très basses. D'autant qu'en plus les renards aiment bien les mûres, donc on ramasse à hauteur d'homme et on ramasse des plantes sauvages dans son jardin, parce que là aussi on peut en trouver. On ramasse dans son jardin. Si on veut pas faire cuire, après si tu veux faire cuire, tu peux ramasser par terre, il n'y a pas de souci. Hein. À partir du moment où c'est cuit, il n'y a aucun risque. Bon, allez, une petite recette peut-être pour une recette simple à essayer. Une recette simple. Allez, donne-moi une plante. Par exemple, allez, on a déjà parlé de l'ortie, il me semble, donc allez, prenons le plantain. Ah, le plantain. Alors moi j'aime bien le plantain. J'aime pas trop cru le plantain. En plus, bon, il est souvent à ras du sol, donc déjà ça limite la consommation crue. Donc les feuilles de plantain, moi j'aime bien les ciseler, les faire revenir. Alors si t'as un oignon, faire avec un petit oignon, ou alors un petit. Ici on a de l'ail des vignes, on appelle ça, c'est de l'ail sauvage. Donc quand c'est l'époque, c'est assez sympa. Et faire revenir comme ça. Après mettre un petit peu de farine, un petit peu d'eau, faire une espèce de petit roux sur ces plantes revenues. Et puis après on les étale sur une tartine de pain. Ça fait une tartine champignon sans champignons. Parce que le plantain a un goût de champignon. Après, j'aime bien aussi les graines de plantain. Alors les graines de plantain, quand elles sont vertes, hein, parce que quand elles sont sèches, c'est plus pour les oiseaux ou pour mettre sur le pain. Quand tu fais un pain, tu vois, tu mets quelques graines sèches dessus, ça fait, c'est comme les graines de pavot, tu vois, ça fait des graines de lin, c'est joli.
Mais les graines de plantain, quand elles sont vertes, c'est assez sympa à mettre dans les salades, dans la soupe, dans les cakes, les omelettes, les choses comme ça, ou même croquer comme ça. Ça a un petit goût de champignon qui est assez sympa. Moi, j'avais trouvé une recette de risotto de plantain qui faisait un peu, qui donnait un goût de champignon, donc un risotto aux champignons. Ils appelaient ça risotto de cèpe virtuel, je crois. Ouais, c'est pas mal. Le risotto, c'est avec le goût champignon, ça doit pas être mal. Est-ce qu'on peut parler juste un petit peu de ce qu'on appelle la cuisine sauvage? En quoi est-ce que ça consiste? Ouh là là, la cuisine sauvage. Alors, la cuisine sauvage, l'idée c'est... Alors, t'as deux... Au départ, quand on parlait de cuisine sauvage, c'était cuisine avec des plantes sauvages. Ouais. Et maintenant, disons que quand on parle de cuisine sauvage, c'est plus la cuisine avec des plantes sauvages, toujours, mais en milieu sauvage. Parce que bon, cuisiner avec des plantes sauvages dans sa cuisine, c'est sympa. Mais c'est encore mieux d'être sur le terrain et puis de manger... de cuisiner ce qu'on trouve et avec le minimum de matériel possible, parce que dans sa cuisine, quand t'as un mixeur, un réfrigérateur, des choses comme ça, tout est facile. C'est pas facile à fabriquer en silex, un mixeur. C'est exact. C'est pas ce qui est le plus difficile à faire. Parce que après, tu as un galet, t'as un petit... comment tu peux avoir un petit bol en bois par exemple et un galet et tu fais un pilon assez sympa quoi, hein. Donc ça dépend après de ce que tu veux mixer, hein, parce que le pilon tu peux pas arriver à... Il y a des plantes qui sont super sèches et par exemple l'ortie, pour la réduire en purée, c'est difficile, faut mieux la ciseler parce que réduire en purée, comme c'est une plante qui est quand même assez sèche, c'est difficile à faire. Donc la cuisine sauvage, oui, c'est la cuisine en milieu sauvage avec le minimum d'intervention extérieure, pas d'intervention extérieure, mais d'outils qu'on pourra avoir de l'extérieur, essayer de prendre un maximum de choses qui sont disponibles dans la nature pour réaliser un repas sauvage. Ça. Donc ça va de la fabrication des ustensiles jusqu'à la gestion du feu de bois, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors avec quoi est-ce qu'on fabrique des ustensiles? Tu peux faire en bambou, ce que je te disais tout à l'heure, je sais pas si c'était le bambou tout à l'heure, tu peux en faire en bois, tu peux en faire en argile, tu vois, si t'as un petit peu de temps, tu peux, et puis que t'es proche d'une source d'argile, tu peux en faire en argile. Il y a plein de possibilités, t'as des fois des très grandes feuilles, regarde par exemple la feuille de bardane. Qui est très grande, tu peux t'en servir comme d'une assiette. D'ailleurs, tu peux t'en servir aussi pour cuire à l'étouffée, en faisant comme un style de feu polynésien. Tu sais, tu fais un feu avec des pierres, et puis ensuite tu mets de la nourriture dans des feuilles de bardane, et tu poses ça sur tes pierres, et tu recouvres de pierres et de cendres chaudes, et ça cuit en fait à l'étouffée comme dans un four. Ça, c'est pas mal. En fait, il faut pas grand-chose pour manger raisonnablement dans la nature. Tu peux faire des brochettes avec des bois. Des brochettes de fruits, c'est sympa. Hein. Voilà, oui, c'est des choses qui me viennent là tout de suite à l'esprit. Alors, si vraiment tu étais en situation de survie, vraiment dans la grosse catastrophe, vraiment ta vie est en danger, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme outil pour t'en sortir? Un briquet. Un briquet tempête. Alors, la plupart des gens ils disent un couteau. Mais en fait, moi je pense que dans la nature, on peut très facilement trouver un coupant. Parce que déjà, tu as beaucoup de déchets, de pollution humaine. Hein. Il y en a partout, n'importe où. Même dans les forêts les plus reculées, tu trouves des bouts de ferraille, tu trouves... Enfin, bref. Donc tu peux facilement te faire un coupant. Et puis après, t'as une rivière, un galet, tu le casses, tu peux avoir une surface coupante. Et puis, finalement, une surface coupante, c'est pas vraiment ce qui peut te permettre, dans un premier temps, je dirais, de forcément survivre. Par contre, moi,
qui suis pas forcément super fan du grand froid et pas forcément non plus avec assez enrobé, on va dire, pour survivre au grand froid. Le briquet tempête me va bien parce que après tu peux toujours faire du feu par friction, etc. Mais quand tu es en situation de survie, qu'il faut que tu te trouves ta plaquette de lierre ou que sais-je, ta drill, machin, que tu fasses ton feu, t'es en situation de stress, il suffit qu'il se mette à flotter, enfin bref, va faire du feu. Alors que quand tu as un briquet tempête, déjà tu arrives au minimum à faire un feu, et quand tu as un feu, déjà tout va bien. Tu peux arriver à te débrouiller avec des vêtements que tu as sur toi à avoir de l'eau. C'est la priorité, c'est quand même la chaleur et l'eau, quoi. Donc après, bon, le coupant, ça peut t'aider, mais voilà. Je dirais donc le briquet tempête. Ouais, et puis n'importe qui a déjà essayé de faire du feu par friction, de toute façon, se rend bien compte que c'est pas une technique facile à maîtriser, à moins d'avoir un bon entraînement. Et réussir à faire du feu par friction in situ avec uniquement des matériaux qu'on trouve dans une forêt, sans les avoir fait sécher au radiateur, etc., c'est aussi un autre défi, quoi. Donc, ok, briquet tempête, c'est accepté. Super, ouh, je suis sauvée. Est-ce que tu aurais un livre à recommander pour des débutants sur ta discipline, sur les plantes sauvages comestibles ou utiles? Bah moi, il y a un livre que j'aime bien, c'est un livre qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Detlev Henschel, mais tu pourras certainement mettre sur ton blog le nom parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un nom un petit peu compliqué. Et ce livre s'appelle Baies et plantes sauvages comestibles, c'est un guide Vigo de la nature. Ça, c'est vraiment un basique, mais il est bien foutu. Il y a des planches avec des plantes, l'utilisation qu'il en fait en milieu sauvage. Non, c'est vraiment un bon livre pour débutants en fait. C'est un livre qui donne envie en plus, qui donne envie d'y aller ouais. Donc incontestablement c'est celui-là. Après, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, moi, je recommande toujours les livres de Coupland, mais notamment l'encyclopédie. Il a une encyclopédie, donc tu as le régal végétal, cuisine sauvage, justement, et les toxiques, les belles vénéneuses. Voilà. Ça sert à rien d'acheter 36 000 bouquins. Bon, c'est sûr que l'encyclopédie, chaque bouquin, il doit valoir, je sais pas, c'est une quarantaine d'euros, dans mes souvenirs. Voilà. Mais bon, on achète un bouquin comme ça, on en achète 3, on a vraiment l'essentiel. Après, c'est sûr qu'il faut savoir identifier une plante, mais identifier une plante, il faut aller dans la nature, il faut prendre une plante, il faut la prendre en photo. T'as 10 000 sites sur Internet pour identifier les plantes. Identifier une plante, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Vraiment, ce qu'il y a de compliqué, c'est après de la prendre et de l'apprivoiser, etc. Et les livres de Coupland, pour ça, sont vraiment bien foutus. Et après, si vraiment tu veux aller profondément dans le sujet, il y a les Bernard Bertrand qui sont pas mal, parce que Bernard Bertrand, il va pousser le bouchon, je dirais, assez loin. Il traite de plantes, mais il a des ouvrages en fait qui traitent que d'une plante. T'as un bouquin de 100 pages, c'est une seule plante. Et là, tu apprends tout sur une plante. Et donc voilà, progressivement, on va dire dans l'immersion dans le monde des plantes, je dirais ça, le guide Vigo de Detlev Henschel, après les Coupland et puis après les Bernard Bertrand, mais enfin ce qui n'empêche pas d'acheter l'un avant l'autre. Hein. Disons que c'est grosso modo ce que je recommande. Après il y a des bouquins qui sont pas mal faits par des gens qui sont vraiment sur le terrain. Je pensais à un petit bouquin notamment qui a été écrit par un gars qui s'appelle Guy Lallière, qui fait des balades découvertes, qui vit en Auvergne. Donc c'est pareil, c'est un type qui est sur le terrain, qui pratique, et là donc il a fait un bouquin avec les plantes, avec les recettes qu'il fait, etc. Donc ça c'est pas mal. Mais il faut éviter les bouquins
je vais me mettre du monde à dos peut-être, mais des gros éditeurs, tu vois, style Rustica, trucs comme ça. Le problème, c'est que souvent ils prennent des auteurs qui sont pas des gens de terrain et tu retrouves les mêmes âneries que tu vas retrouver sur Internet. Je suis pas trop pour, comment dire, donner des recettes toutes faites. Parce que je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est l'expérience, c'est d'aller sur le terrain. Et donner des recettes toutes faites, c'est bien quand tu es dans ta cuisine. Mais quand tu es sur le terrain, t'as pas forcément le petit truc qui va bien, qui fait que tu vas pouvoir... ou si tu vas sur le terrain spécialement pour faire cette recette-là, oui. Mais je pense qu'il faut vraiment savoir grosso modo comment on peut utiliser la plante. Ce que donne très bien un coup-plan parce que il donne des petites idées sur la façon dont c'était consommé de par le monde. Dans Cuisine Sauvage, il donne des recettes réalisées un petit peu partout de par le monde. Mais en même temps, c'est des recettes, des fois, tu te dis, moi je ne mangerai jamais ça parce que, voilà, mais ça donne une idée. Ça donne une idée et après, sur le terrain, il faut faire à sa sauce et il faut avoir un petit peu la fibre de cuisinier peut-être, mais ouais, je pense qu'il faut faire vraiment sa propre expérience des choses et puis c'est pareil, t'as une plante, moi il y a des plantes que je trouve extraordinaires et puis j'ai des confrères qui vont me dire moi celle-ci, je peux pas quoi. Donc c'est vraiment une rencontre, je veux dire, de soi avec le milieu naturel. Et comme on est tous différents, je pense qu'on aura tous une approche différente des plantes, avec chacune des plantes. Moi, j'ai des plantes favorites, et qui vont pas être forcément les favorites de quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est vraiment une rencontre, et je pense qu'il faut pas trop pas trop la préparer, il faut la préparer dans la connaissance de la plante, mais il faut pas trop se formater ou se formaliser sur des recettes toutes préétablies par d'autres. Ah, voilà. Donc les meilleures recettes finalement c'est celles qu'on improvise sur le terrain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu as deux trois trucs, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, et au contraire ça force l'imagination et ouais, c'est les associations de plantes des fois t'as des surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais ouais, non, faut y aller, faut être sur le terrain. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Est-ce que tu as un conseil pour des débutants qui souhaitent découvrir le monde des plantes sauvages? En prendre une, déjà, ce que je disais tout à l'heure. Quand on débute, déjà, première chose, sortir. Aller avec quelqu'un sur le terrain qui s'y connaît. Parce que tout seul, ça peut être difficile, il y a des caps à passer. Au départ, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au blocage psychologique, quand on n'a pas mangé de plantes sauvages, voilà, ça peut être... on peut avoir de l'appréhension, et l'appréhension, en même temps, fait qu'après, on peut être malade, pas par la plante. Alors tu peux sortir par exemple et puis dire bon, j'ai jamais mangé de pissenlit, mais là j'y vais parce que j'ai vraiment envie de tester. Mais en fait inconsciemment le corps il est assez réfractaire et du coup tu peux être un petit peu avoir un mal à l'estomac, avoir des diarrhées, des choses comme ça. C'est pas forcément le pissenlit qui va te faire ça, quoique le pissenlit il est quand même assez diurétique, mais bon, et laxatif. Mais voilà, je pense qu'il faut se rassurer avec quelqu'un qui s'y connaît. Donc quand on est débutant, voilà, on va voir maintenant dans toutes les régions, tu as des balades découvertes de plantes sauvages, ou alors on va en vacances et on trouve quelqu'un qui fait ça. Et puis après on prend une plante et on la ramène chez soi et on la cuisine et on la fait goûter à sa famille et là on n'a plus d'avis. Non, je plaisante, hein, mais c'est vrai que des fois si tu invites des amis, tu fais pesto d'ortie sur canapé, chips d'ortie pour l'apéro, ça peut refroidir. Mais voilà. Maintenant, disons que voilà, pour démarrer, aller sur le terrain,
aller avec un professionnel, ne pas consommer n'importe quoi, ne pas consommer une plante qu'on n'a pas formellement identifiée, et puis prendre une plante vraiment connue, l'apprivoiser, après en prendre une deuxième, après en prendre une troisième, etc. Et on multiplie son panel de plantes connues comme ça au fur et à mesure. Est-ce que tu peux rappeler les références du forum de ton association, de ton site, de tes autres publications éventuellement? Alors, le forum, c'est mauvaiseherbe tout attaché.org. Ensuite, il y a le site de l'école de vie et survie en forêt de John. C'est alors l'adresse c'est nature-survie.com. Là-dessus, il y a toute la programmation des différents stages. Et notamment de cuisine sauvage, mais pas que. Donc voilà. Ensuite, on peut me retrouver sur ma page Facebook. C'est Hildegarde Laurence Talleux, T-A-2-L-E-X. Et voilà. Après, l'association, en fait, est reliée au forum. Et puis, dont l'association s'appelle Savoureuse Plantes Sauvages. Et d'autres publications, non, pour l'instant, en fait, malheureusement, Bushcraft Attitude Magazine n'est plus, n'est plus édité, donc pour l'instant, donc il n'y a plus d'articles dedans, mais j'avais fait des articles dedans. Et voilà, pour l'instant, disons que ça en est là. Il y a des projets de livres, mais pour l'instant rien d'abouti. Ok. Tu peux juste rappeler le principe du forum? Les gens viennent poser des questions, etc. Voilà. Alors le forum, donc en priorité, donc il faut s'inscrire. On demande au minimum que les gens s'inscrivent parce que c'est quand même un forum où il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent. Moi, je suis bénévole aussi depuis 2 années, enfin sur ce forum. Donc on y passe beaucoup de temps. On essaye de mettre de l'information de qualité. Donc on demande au minimum aux personnes qui consultent de s'inscrire. Ensuite, si les personnes veulent participer, elles font une petite présentation. Et donc après, à chacun de faire vivre ce forum. En fait, c'est vraiment une création commune. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. Par exemple, il y a quelques années, il y a des membres on a réalisé un PDF justement sur la découverte de plantes sauvages comestibles, un PDF qui tourne régulièrement, on le voit revenir sur Internet. Voilà, il y a des fiches plantes, donc on va pouvoir trouver sur ces fiches plantes tout un descriptif, les recettes qui vont bien avec. Il y a une section identification qui marche bien. C'est-à-dire que si vous avez une plante dans votre jardin, vous voulez savoir ce que c'est et si elle se mange, eh bien vous prenez des photos et vous les mettez sur le forum et nous on vous dit ce que c'est et si ça se mange et comment ça se mange. Voilà. Donc c'est vraiment un forum de partage. Et après, si vous faites des bonnes petites recettes, on est toujours preneur d'idées, même si je disais tout à l'heure en fait que j'ai pas de recette à donner, c'est quand même intéressant de voir ce que font les autres, parce que des fois on dit mais ils cuisinent ça comme ça, mais j'aurais jamais pensé. C'est l'avantage avec les plantes sauvages, c'est que comme c'est vraiment des découvertes à chaque fois, il y en a qui vont les cuisiner sucrées ou salées ou cuits ou crus, enfin. Et parfois on découvre des goûts étonnants et donc c'est toujours sympa de partager et d'échanger autour de ce sujet-là. Ok, je remettrai tous les liens vers les forums, etc. sur le blog. Donc un grand merci à toi.
Eh bien, c'est moi qui te remercie. Merci à Laurent Stalleux que vous pouvez retrouver sur le forum Savoureuses Plantes Sauvages. À ce propos, notez bien que l'adresse qui a été donnée dans le podcast n'est plus valable. Vous retrouverez une adresse correcte sur la page Facebook de Nature Aventure Survie ou sur le blog directement en dessous du podcast. Si le sujet des plantes sauvages utiles vous intéresse, je vous invite à rester connecté sur la page Facebook de Nature Aventure Survie ou sur le blog. Vous pourrez y retrouver très bientôt une série de vidéos concernant les plantes bushcraft. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon bushcraft à tous.